Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Bruno Tertré, directeur adjoint à la FRS, sur les enjeux du sommet de l'OTAN 2025 à La Haye. Bruno, pouvez-vous nous rappeler les enjeux principaux de ce sommet de l'OTAN et en quoi ce sommet se distingue-t-il des précédents compte tenu du contexte international ? Les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique sont devenus une habitude annuelle aujourd'hui. Et donc, on a déjà envie de dire que c'est une tradition, mais il y a plusieurs choses qui vont rendre ce sommet particulier différent des autres. La première chose, c'est que l'Iran et Israël se sont invités d'une certaine manière au sommet, puisqu'il paraît très difficile d'imaginer que ce qui préoccupe la plupart des chefs d'État et de gouvernement occidentaux actuellement ne soit pas du tout discuté au sommet d'une manière ou d'une autre. Il faut d'ailleurs rappeler que l'OTAN, il y a déjà pas mal de temps, avait prévu de se doter d'un système de protection contre les missiles iraniens à moyenne portée, considérant qu'un Iran, nucléaire ou pas, pouvait être une menace potentielle pour les pays de l'Alliance Atlantique. Euh, Évidemment, il sera question de l'Ukraine, puisque c'est devenu une tradition. On attend en principe la présence de Volodymyr Zelensky à ce sommet, même si sa participation n'était pas tout à fait confirmée à l'heure où nous parlons. Euh, et puis, bien sûr, c'est le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement du deuxième mandat de Donald Trump. Et c'est ce qui va finalement rendre ce sommet particulièrement attendu. C'est que pour la première fois depuis la réélection de M. Trump, le président américain va rencontrer tous ses homologues européens, canadiens, turcs et islandais de vive voix, et il va probablement leur faire la leçon sur leurs dépenses de défense. Bien sûr, un sommet, c'est toujours préparé à l'avance et on attend des responsables occidentaux qu'ils s'accordent sur une augmentation de l'effort de défense nationale consenti par chaque pays. Et bien sûr, ces objectifs ont été déjà chiffrés, puisque on attend une déclaration disant que les responsables de l'OTAN sont d'accord pour monter à 5% de leur produit intérieur brut leur effort de défense. Alors 5%, c'est énorme. Alors, en fait, aucun des pays de l'Alliance Atlantique n'est prêt aujourd'hui à s'engager sur un tel chiffre dans quelques années, mais ce sera un objectif symbolique qui devra en principe être atteint à échéance plus ou moins brève. Le chiffre de la date de 2035 est la date qui est le plus souvent mentionnée. 5%, c'est beaucoup plus que ce que dépense la France, par exemple, qui est à 2% environ. Donc, ce sera probablement un chiffre qui comprendra d'autres investissements que le budget de la défense proprement dit. L'essentiel, c'est de satisfaire un président américain qui non seulement menace de ne plus défendre les Européens, mais aussi, et cela, ce n'est pas une caractéristique propre à M. Trump seul, mais aussi souhaite se concentrer de plus en plus vers la défense des alliés et des amis des États-Unis en Asie. On espère que ce sommet se déroulera sans heurts, mais avec M. Trump, rien n'est acquis d'avance. Et je dirais que son attitude, presque son langage corporel, seront particulièrement observés, puisque finalement, la défense, et une alliance militaire, c'est aussi une question de confiance réciproque entre chefs d'État et de gouvernement. Et le premier acquis, la première réussite de ce sommet, ça serait tout simplement que ça se passe bien entre Donald Trump et ses alliés. Est-ce que le pilier européen de l'OTAN est-il en train de se renforcer? Et quel est le rôle pour la France et le Royaume-Uni dans cette dynamique? Les principaux pays européens, c'est-à-dire
le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, mais aussi la Pologne, sont de fait les leaders de ce qu'on appelle parfois le pilier européen de l'Alliance Atlantique ou de l'OTAN, même s'il n'y a pas de groupe séparé des Européens au sein de l'Alliance. Mais ce que l'on constate, c'est que sur l'Ukraine en particulier, mais aussi sur d'autres affaires de défense, ces quatre pays ont aujourd'hui, dans les faits, une sorte de leadership naturel de l'Europe. Peut-être faut-il y adjoindre l'Italie, qui est la cinquième roue du carrosse européen, d'une certaine manière. Est-ce qu'ils se concertent pour faire face à Trump? Non. Ce n'est pas comme cela que ça se passe dans un sommet des chefs d'État et de gouvernement, comme c'est le cas d'habitude au Conseil de l'Atlantique Nord, et il n'y a pas de position concertée des Européens. Il reste que, dans les faits, M. Trump attend de ses alliés qu'ils prennent davantage de responsabilités pour leur propre défense, c'est-à-dire qu'ils soient les leaders désormais dans la défense classique de l'Europe face à la Russie, même si l'Amérique affirme, en tout cas aujourd'hui, qu'elle restera en deuxième ligne et qu'elle sera présente également pour assurer, en tout cas théoriquement, pour assurer la dissuasion nucléaire et la réassurance nucléaire de l'ensemble des pays membres de l'OTAN. La dissuasion nucléaire revient en force dans les discussions. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Bien sûr, l'un des piliers du contrat de sécurité transatlantique, ça reste la dissuasion nucléaire qui est exercée à la fois par les États-Unis, mais aussi par les alliés européens que sont la Grande-Bretagne et la France. La dissuasion nucléaire, c'est bien sûr destiné à la Russie, mais c'est aussi important pour rassurer les principaux pays qui se sentent menacés jusque dans leur existence même, et c'est le cas en tout cas pour les pays baltes et pour la Pologne. Est-ce que les Européens peuvent encore compter seulement sur les États-Unis pour la sauvegarde de leur existence même? Ça n'est pas du tout évident et c'est pour cela que de plus en plus les regards se tournent vers la France et vers la Grande-Bretagne pour que ces pays essaient de compléter la dissuasion nucléaire américaine par des mesures de dissuasion et de réassurance afin que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il y ait une forme de rééquilibrage entre la participation américaine, la contribution américaine et la contribution européenne. Il reste que jusqu'à présent, en tout cas, même l'Amérique de Trump se dit disponible et prête à assurer, en tout cas sur le papier, la poursuite, la continuité de la dissuasion nucléaire transatlantique telle qu'elle existe depuis les années 1950. Merci Bruno Tertré, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.